La naissance d'un enfant, c'est à chaque fois un événement unique. Un moment que l'on rêverait toujours rempli de tendresse, doux et heureux, mais qui est bien souvent éprouvant pour les mères. Cette jeune maman vient de donner naissance à son deuxième bébé il y a quelques heures à peine. Tout s'est très bien passé. La gynécologue a juste le temps de venir la rattraper. Et vous allez bien? Oui. Je suis soulagée d'avoir notre bébé dans les bras. On oublie toutes les douleurs qu'on a pu subir quand on la voit et qu'on la serre dans nos bras. C'est un moment merveilleux, enfin, c'est un moment indescriptible. Doucement, oui. Je t'attends un peu des sœurs. Doucement. C'est souvent ce qu'on raconte. La fatigue et la douleur propres à l'accouchement s'oublient assez vite. Pourtant, pour certaines femmes, les choses sont bien plus compliquées. À Investigation, on a tenté de cerner le problème. Enquête, investigation sur les violences obstétricales. De comprendre, mais aussi d'avoir des réponses. Alors que pour certains, le terme violence obstétricale est difficile à accepter. Alors je parlerais plutôt de traumatisme. Pourtant, des témoignages et des voix commencent à se faire entendre. Des violences obstétricales, vous en voyez régulièrement avec vos patientes? Des fois, je me disais, ouais, une femme sur deux. Et des fois, je me dis, il y en aurait peut-être un peu plus. C'était censé être le plus beau jour de ma vie, mais je ne comprenais même pas en fait ce qui venait de se passer. On a découvert que ces violences pouvaient aussi entraîner des drames. On se retrouve avec le suicide comme deuxième cause de mortalité d'une jeune maman. Chez nous, mais aussi à l'étranger, nous avons pu passer du temps dans différentes maternités et rencontrer le personnel soignant. On a peut-être été un petit peu trop loin, en tout cas c'est mon avis. Pour notre enquête, nous avons rencontré 3 victimes de ce qu'on appelle des violences obstétricales. Ce qui devait être un des jours les plus importants de leur existence s'est transformé en cauchemar. Elles ont accepté de nous raconter un moment très intime de leur vie, celui de leur accouchement. Notre première témoin s'appelle Florence. Âgée de 39 ans, elle est maman de 2 enfants. Cassandre, 2 ans et demi, et Alexandre, 11 ans. C'est durant l'accouchement de son aîné qu'elle est victime de violences obstétricales. En 2011, ce terme n'est pas encore utilisé chez nous. Pour moi, à l'époque, en tout cas, c'était normal. J'avais pas vécu pire que mes copines. Je crois que c'est dans les 2 années qui ont suivi que j'ai pris conscience que c'était pas ça, que ça s'était pas passé comme il aurait fallu en fait. Moi, quand je suis sortie de là, la première chose, je me souviens encore d'avoir téléphoné à ma meilleure amie Nathalie et de lui avoir dit « Ah ben ma poulette, tout s'est bien passé, ça a été nickel, c'est pas comme toi, ça n'a pas été une boucherie. » Ouais. Mais au fil des mois, Florence réalise que ce qu'elle a vécu lors de la naissance de son fils n'est pas normal. Petit à petit, les souvenirs douloureux lui reviennent en mémoire. J'ai perdu les os à la maison, très tôt pendant la nuit, ça a duré très longtemps, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, puisqu'on ne m'avait pas prévenu que ça pouvait arriver, ce genre de choses. J'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit de venir, puisque quand on perd les os, en fait, il y a des risques plus importants d'infection, donc on est obligé en fait d'aller à l'hôpital. Et là, on m'a hospitalisée, donc on m'a gardée pour pouvoir mettre mon petit garçon au monde. J'ai demandé la péridurale très vite parce que les douleurs étaient très fortes. Les douleurs étaient limite insoutenables pour moi. J'arrivais pas à gérer la douleur. Là, il y a déjà une infirmière qui est arrivée, qui a commencé à essayer de me détendre un petit peu le vagin, probablement le périnée, mais donc elle avait 2 doigts dans mon vagin, elle était occupée de tourner comme ça. Donc ça a duré quand même une bonne demi-heure. C'était avant la poussée, ça je m'en souviens assez bien, puisque est arrivé le moment de pousser et que là on me demandait de commencer à essayer de pousser, qu'elle avait toujours ses doigts en train de tourner et que j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus, je sentais rien.
J'avais qu'une envie, c'était qu'elle enlève ces mains de là, et donc je me suis un peu fâchée. J'ai dit les choses, je lui ai demandé d'arrêter d'enlever ces mains de là. Mon mari, lui, il a senti mon énervement. Je crois que la femme, elle n'a rien compris à ce qui se passait. Et lui, il lui a demandé d'arrêter. Parce qu'en fait, vu qu'elle ne comprenait pas et qu'elle n'arrêtait pas, j'étais en train de vraiment, j'allais péter un plomb, en fait. Littéralement, j'avais envie de me lever, de partir. C'est un geste qui, d'une part, je l'ai ressenti un peu comme un viol. Je l'ai senti plus comme un acte sexuel que réellement comme un acte... Je veux dire, c'est vraiment avec du recul, hein, tout ça. Je vous le dis, c'est avec énormément de recul. Hein. Donc sur le moment même, j'ai juste senti, ça m'a mise en colère, je me suis sentie mal et ça m'a vraiment perturbée, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas apprécié du tout. Vraiment. Donc non, on m'a pas demandé mon avis. Je lui ai demandé pourquoi, je lui ai dit qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites ça. Elle m'a dit c'est pour détendre votre périnée, pour éviter que vous soyez déchiré. J'ai quand même eu une épisiotomie, donc ça n'a servi strictement à rien. L'épisiotomie pratiquée sur Florence est un acte chirurgical très fréquent. Il s'agit d'une incision du périnée qui facilite le passage du bébé au moment de l'accouchement. En Belgique, dans certains hôpitaux, une femme sur 2 qui accouche subit une épisiotomie. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé préconise qu'elle ne soit pratiquée que quand c'est vraiment nécessaire. L'épisiotomie, eh bien, j'ai pas voulu la voir, je la voulais pas, j'en avais très peur. Et quand on me l'a fait, je me souviens encore d'avoir dit non, s'il vous plaît, ne me la faites pas. Et je l'ai quand même eu, voilà. Des récits comme celui de Florence, nous en avons découvert des dizaines. J'ai été sortie de force de la voiture par 3 hommes qui me tiraient et me déshabillaient en tirant. Tout devait aller très vite et la seule chose qui comptait était la volonté de la gynéco et pas moi. Lors de nos recherches, nous avons pris connaissance d'un rapport aux résultats interpellants. L'an dernier, un collectif appelé Plateforme citoyenne pour une naissance respectée a mené une enquête sur les accouchements. Pour la toute première fois en Belgique francophone, on a mesuré l'ampleur des violences obstétricales. Ce sont plus de 4200 femmes qui ont témoigné et leurs récits nous ont secoués. Quand ils m'ont recousu, j'ai signalé avoir très mal et on m'a répondu « Occupez-vous de votre bébé, ça vous changera les idées ». L'anesthésiste m'a dit d'arrêter mon cinéma, que les contractions ne pouvaient pas être aussi douloureuses que ça. Je devais assumer et me taire. En prenant connaissance de ces témoignages, on a souhaité aller à la rencontre du personnel médical pour comprendre comment de tels actes peuvent arriver. Rapidement, nous avons senti que le sujet de notre investigation dérangeait. Plusieurs gynécologues se sont montrés réticents à l'idée de nous rencontrer. De nombreuses sages-femmes ont refusé de s'exprimer face caméra. Plusieurs hôpitaux nous ont fermé leurs portes. Mais on n'a pas abandonné. Et on a pris le temps d'analyser les chiffres. Très vite, on a été surpris. Au total, 4 femmes sur 10 ayant répondu à cette enquête disent avoir été victimes de violences obstétricales durant leur accouchement. Une femme sur 10, par exemple, a subi une expression abdominale, un geste qui consiste à appuyer sur le ventre de la mère pour faire sortir le bébé. Une pratique qui n'est pas recommandée et qui peut avoir de lourdes conséquences pour les femmes. Florence, de son côté, a subi une pratique qui semble sortie dans notre temps. Il s'agit du point du mari. Je me suis dit, le point du père, c'est quoi ça? Je ne connaissais pas. Le médecin qui m'explique, il me dit, ça c'est un point qui fait que, en fait, on remet votre vagin comme il était avant, plus serré. Comme ça fait, votre mari aura plus de plaisir. Et donc, effectivement, moi je me suis dit, j'avais très peur de ne plus plaire à mon époux, à mon mari, évidemment, hein, comme beaucoup de femmes peuvent avoir ce vécu, ce sentiment. Et donc j'ai accepté, sans me poser de questions, sans savoir quelles étaient ensuite les séquelles et les conséquences de ce geste-là. Mais par rapport à d'autres qui ont des séquelles encore des années après, voilà, moi ça a été assez rapide et j'ai bien guéri, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Dans le milieu médical, le point du mari est vu comme un mythe, un acte ancestral que l'on ne pratique plus aujourd'hui. C'est en tout cas ce que nous ont affirmé plusieurs gynécologues que nous avons contactés pour notre enquête. Cette sage-femme, elle, a un autre discours. Le point du mari, ça n'existe plus. Ah si. Si. Encore l'année passée, j'en ai retiré 2, en 15 jours d'intervalle. Je repense à une maman qui est venue m'ouvrir la porte, pliée en 2. Et donc cette dame avait mal parce qu'on lui avait resserré le vagin de bien 1,5 cm en plus.
Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai directement pris un scalpel, je les ai coupés. Et là, elle s'est retrouvée, elle m'a dit « Oh, je n'ai plus mal ». Elle s'est redressée. Et je me suis dit « Mais c'est pas normal ». C'est par peur de ne plus pouvoir exercer son métier sereinement que cette sage-femme indépendante a décidé de rester anonyme. Avant elle, nous avons contacté plusieurs de ses consoeurs qui nous ont raconté les mêmes choses. Elles ont toutes refusé de nous parler, même à visage caché. Des violences obstétricales, vous en voyez régulièrement avec vos patientes? Au départ, je me disais, ouais, une femme sur deux. Et des fois, je me dis, il y en aurait peut-être un peu plus. Maintenant, voilà, je pense que le terme violence obstétricale est très large. Et donc, ça peut être d'une induction sans prévenir à quelque chose de bien plus grave, comme des actes à vivre ou autre. Voilà, ça peut être des trucs plus anodins, du style on déclenche à outrance ou un peu trop vite, où on nie la douleur des femmes. Il y a un gynécologue, ou bien souvent, on sait qu'un premier bébé chez lui, parfois c'est d'office forceps et épisio, sans raison. Les violences obstétricales sont bien réelles. En tout cas, c'est ce que nous racontent les mères et les familles que nous avons rencontrées. En cette fin d'après-midi, nous avons rendez-vous avec Lydie et Pierre. Ces jeunes parents ont 3 enfants en bas âge. L'aîné a 3 ans et demi et le plus jeune a 5 mois. C'est l'accouchement de la deuxième, sa fille Pia, que Lydie a du mal à oublier. Au départ, cette naissance s'annonçait bien. À l'hôpital, Lydie était sous péridurale et avec son mari, ils attendaient paisiblement l'arrivée du bébé. En quelques minutes, les choses ont pris une tournure dramatique. La consoeur de ma gynéco arrive dans notre chambre. Elle dit à peine bonjour, elle arrive nerveuse, stressée. Donc elle rentre, ok, je vais vous examiner, hop, elle me soulève le drap, hop, elle m'examine, donc de manière assez froide, voilà, et elle m'examine, et là je la revois relever la tête et dire ça va pas du tout, le col est serré, ça va pas, on y va. On se regarde avec Pierre et on regarde, mais on va où, on pousse, on va où? Ah ben non madame, on pousse pas là, hein. On va en césarienne madame, allez hop, on y va. Ben là le monde s'effondre en fait. D'un coup, on nous prépare pour le bloc, il y a 5, 6, 7 personnes autour de moi, tout le monde qui s'active. Et je me retrouve sur un lit très étroit, tout froid, toute nue, d'une minute à l'autre en fait. Et là, c'est parti, lumière dans la tête, néon, tout le monde un peu stressé et moi, là, je perds pied en fait. Et là, je fais une vraie crise d'angoisse. Je me dis, ok, mon bébé est en train de mourir en fait, ça va pas. Et là, vient le moment de la césarienne. C'était d'une violence inouïe, donc j'ai pas eu mal, mais j'ai senti mon ventre s'ouvrir. J'ai senti les mains des gynécos dans moi. J'ai entendu le sang tomber, les odeurs de sang. Voilà, c'était une, je vais dire un mot atroce, mais c'est vrai, c'était une boucherie quoi. Et je sentais aussi cette atmosphère où tout le monde était embêté, tout le monde était gêné, tout le monde était stressé, la gynéco était agacée. Et là, je me revois vraiment paniquée. Et donc, je pleurais très fort. Et mon mari, heureusement, qui était avec moi dans la salle d'accouchement, mais je le voyais pas en fait, mais il était derrière moi, mais il me touchait, donc je savais qu'il était là, mais personne autour de moi me touchait ou m'a dit quoi que ce soit en fait. J'étais vraiment aussi touché de la voir comme ça, j'étais un peu perdu, un peu... Oui, c'était un moment... très très difficile. On n'a pas pris le temps de nous expliquer, de nous dire c'est la meilleure solution, on sait que c'est délicat, on sait que c'est difficile. Et voilà, et je crois que les gens qui travaillent dans un hôpital sont dans leur réalité, ils font ça tous les jours et nous non, on n'accouche pas, on n'a pas un enfant tous les jours. On essaie de vivre ça un peu pas comme dans un rêve, mais je veux dire on vient, on s'installe, on fait l'accouchement, on est ensemble, c'est un moment important dans la vie. Et puis d'un coup, il y a tout qui dérape. Moi, on me laissait dans
dans mon truc toute seule, où j'avais l'impression que mon bébé était mort, que j'étais en train de mourir, j'arrivais plus à respirer, je m'étouffais dans mes sanglots et je me voyais mourir. Je me revois me dire il faut que je lutte parce que si là je ferme les yeux, je vais mourir, je verrai pas mes enfants, je verrai plus mon mari. Donc horrible. Et là, la gynéco me recoue, puis finit le travail, et puis elle part, puis elle me dit félicitations Lydie, à bientôt. Et puis elle s'en va. Moi je suis complètement sonnée et vraiment c'était un gros choc quoi. Le ressenti de Lydie n'a jamais été pris en compte. Ce qu'elle a vécu, ce sont des violences psychologiques. Une femme sur 4 en Belgique francophone dit en avoir été victime, à des degrés divers. Des victimes de violences de ce type, cette psychologue en reçoit chaque semaine. Valentine Grognard accompagne des femmes qui souffrent de syndrome post-traumatique lié à l'accouchement. Là, on est dans un état de stress au niveau de l'accouchement, où on ne peut faire qu'une seule chose, c'est accepter ce qui nous arrive. Et puis c'est après que vienne la culpabilité en disant « mais oui, j'aurais pas dû accepter ça, j'aurais pas dû accepter ça ». Et donc là, il y a tout un travail à refaire de confiance en elle par rapport à son statut de mère, d'accoucher aussi. Les patientes qui viennent ici éprouvent généralement du stress important, des angoisses, des troubles du sommeil ou des difficultés d'attachement avec leur bébé. Mais il y a pire. Donc après quelques mois, on se retrouve avec le suicide comme deuxième cause de mortalité d'une jeune maman. Ce qui est énorme. Ça ne devrait pas arriver. Surtout si ce suicide-là est dû à un accouchement qui s'est mal passé, qui a été mal vécu, où il y a eu de la violence ou de la négligence. Il faut que les femmes parlent, et il faut que les femmes parlent pour que les gynécos et le monde hospitalier se rendent compte de l'impact de leurs gestes, en fait. Ils doivent se rendre compte que leurs actes ont des conséquences. Et donc, y réfléchir et être avec plus de bienveillance au niveau des femmes. Aucune étude n'a été réalisée chez nous sur cette question. Mais en France, selon l'Institut national de la santé, 35 femmes se donnent la mort chaque année après la naissance de leur bébé. On appelle ça des suicides maternels. Ils arrivent juste après les maladies cardiovasculaires, première cause de décès des jeunes mères. J'ai reçu le dossier médical que j'ai lu, que j'ai montré à un médecin, à d'autres personnes. Ça a étonné personne qu'il y ait une césarienne en fait. Mais par contre, qu'on ait fait une césarienne si brutale, bah oui, c'était peut-être pas nécessaire, on aurait peut-être pu prendre 30 secondes pour me dire ce qui allait se passer, juste pour m'informer. En me disant « Lydie, votre bébé va pas bien, vous inquiétez pas, on est là, on s'en occupe, ça va bien se passer ». Peut-être qu'en une phrase, on m'aurait évité 1 an de séance de chez la psy, en fait. Vous avez envisagé de porter plainte ? Non, j'ai pas eu idée de porter plainte, non. Lors de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que les femmes étaient très peu nombreuses à porter plainte après avoir subi des violences obstétricales. En Belgique, aucune plainte n'a jamais débouché sur un procès. Et on a voulu comprendre pourquoi. Pour ça, on a rencontré Marie-Hélène Lahaye à quelques pas du palais de justice de Bruxelles. Elle est juriste mais aussi militante. Les questions de maltraitance faites aux femmes pendant l'accouchement l'intéressent depuis plus de 10 ans. Il y a la loi de 2002 sur les droits des patients qui impose le consentement libre et éclairé des patients avant chaque acte médical. Donc ça veut dire que lors d'un accouchement, avant de pratiquer chaque acte médical, il faut demander aux femmes si elles sont d'accord et avant ça, leur donner toute l'information nécessaire pour qu'elles puissent choisir librement et en bonne connaissance de cause. Et par ailleurs, il n'existe pas au niveau pénal de loi qui condamnerait les violences obstétricales. Donc ça veut dire que si une femme est torturée, violentée, on pratique toute une série d'actes qui n'ont aucune fonction médicale, qui n'ont aucune justification autre que simplement le gynéco qui veut le faire, il n'y a aucune possibilité de sanctionner ce gynécologue. Il y a un vide juridique par rapport aux violences obstétricales. Pour les patientes, il existe aussi la possibilité de porter plainte auprès de l'ordre des médecins. Moi, j'ai jamais vu l'ordre des médecins condamner le moindre médecin par défaut de respect de la loi des patients ou par
problème par rapport à l'accouchement, parce que de nouveau on se retrouve dans le même problème où ce sont d'autres médecins qui jugent des médecins et c'est pas du tout une vraie justice, l'ordre des médecins. Pour moi, j'ai même l'impression que l'ordre des médecins absorbe des plaintes pour éviter que les femmes bougent ailleurs et donc ça permet finalement de paralyser le système et de faire en sorte que les plaintes n'aboutissent jamais. Suite à ces propos, nous avons contacté l'Ordre des médecins. Voici ce que son président nous a répondu. Toutes les plaintes qui arrivent auprès de l'Ordre des médecins font systématiquement l'objet d'une enquête. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune plainte pour motif de violence obstétricale. Nous sommes conscients que le problème est en train d'émerger et que des plaintes pourraient arriver dans le futur. Marie-Hélène Lahaye est l'une des premières à avoir traité la question des violences obstétricales en Belgique, mais aussi en France, au Canada et en Suisse. Elle s'est notamment penchée sur l'histoire de ces maltraitances. Alors, les origines sont très lointaines, hein. On peut déjà remonter jusqu'à Aristote si on veut, donc il y a cette idée déjà très très prégnante dans notre culture que le corps des hommes est un corps parfait et que le corps des femmes est un corps imparfait avec des déficiences. Et notre médecine repose totalement sur cette idée-là. Dans la littérature autour des violences obstétricales, il y a deux grandes origines qui se cumulent. Donc il y a d'une part les violences faites aux femmes, les violences sexistes, qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc c'est une forme d'appropriation des capacités productives et reproductives des femmes. Et d'autre part, il y a les violences institutionnelles. Donc, ce sont des violences qui sont commises au sein de toute une série d'institutions, que ce soit les hôpitaux, mais aussi les prisons, les orphelinats, les écoles. Enfin, toute institution génère en soi des violences où finalement la qualité de vie des femmes est secondaire par rapport à l'optimisation du fonctionnement des salles d'accouchement et du fonctionnement des services hospitaliers. Et donc c'est vraiment la conjonction de ces deux aspects qui produisent ces violences obstétricales sur les femmes. Alors on s'est demandé quelles étaient les solutions pour éviter les maltraitances faites aux femmes qui accouchent. Pour trouver des réponses, avec l'équipe d'investigation, on s'est rendu à Namur, au CHU Sainte-Élisabeth. On est surtout allé juste à côté, dans une petite structure qui fait partie de l'hôpital. C'est là, dans cette petite maison appelée le nid. Ça va? Ça va, toi? Bonjour Charlotte. Tu fais bonjour? Venez, venez. Les familles qui viennent ici rêvent d'un accouchement naturel et sans intervention médicale. Un accouchement physiologique. On va écouter ensemble? Tu veux qu'on écoute? Regarde, on va mettre le petit. Et en fait, on va écouter son cœur. Ça va faire du bruit. Un petit peu tranquille, dis donc. Tout va super bien. 130, 140. Il y a des petits moments où il accélère, c'est bon signe. Ici, Noémie Morer se sent respectée dans sa profession de sage-femme. Elle travaille main dans la main avec ses collègues gynécologues. Je me sens pleinement dans mon domaine de compétences et à égalité d'un gynéco dans le sens où chacun a son domaine et ensemble on travaille, mais je me dis pas, moi je suis... donc si je suis pas d'accord pour quelque chose ou si là je trouve qu'il exagère, je lui dis, voilà. Ça c'est très rassurant pour les parents et puis pour nous aussi parce que du coup, voilà, si on a un doute, on sait qu'on va collaborer autour de la maman. Parfois, c'est nous qui devons ramener vers la physiologie parce que le gynéco s'inquiète un peu trop. Et parfois, c'est eux qui doivent nous ramener vers « Attends, là, il faut quand même pas... » Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a chacun un peu nos lunettes et puis du coup, on s'aide à être dans le juste accompagnement. Je veux dire, les gynécos, sans nous, ils font pas grand-chose. Hein. Donc on est aussi indispensable que d'une autre manière, mais voilà. Et en même temps, moi, dans certaines situations, je me dis sans gynéco, comment je ferais? Je passe te voir, t'as 2 minutes. Cette sage-femme travaille avec Benoît Mouns. Cela fait 5 ans que ce gynécologue a participé à la création du nid. Le nid, c'est un concept qui est en gestation, chouette expression pour un gynécologue, mais qui est en gestation depuis plusieurs années. L'idée qu'on voulait essayer de respecter est double, d'avoir d'abord un suivi plus personnalisé pour les patients dans le cadre du suivi de leur grossesse, donc un suivi mixte par un gynécologue et une sage-femme, et pas uniquement un suivi par un gynécologue et puis la sage-femme qui vient pour des activités d'appoint. Et donc l'idée, c'était d'arriver à trouver un juste
juste équilibre entre les deux. Et puis la suite, c'est ce qui est sans doute un peu plus connu, c'est l'aspect physiologique de la naissance, respecter le plus possible la physiologie. Ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas dans un bloc traditionnel, mais vraiment mettre l'accent encore plus là-dessus, avec des choix des patientes, c'est-à-dire, ok, a priori on part pour un accouchement sans péridurale, a priori on part pour un accouchement qui ne va pas être induit, pas être provoqué, voilà, qui sont parfois des choix aussi de la patiente. Donc oui, ça c'est les deux principes fondateurs, je dirais, du nid. Ici, les soignants sont persuadés que tous les accouchements ne doivent pas être médicalisés de la même façon. La médecine de façon générale et l'obstétrique certainement, c'est développé, c'est très très bien développé. Les conditions dans lesquelles on est en 2022 sont nettement meilleures que les conditions dans lesquelles on essaie il y a 100 ans. Après, le souci, c'est que la médecine est sans doute allée trop loin pour une partie des patientes. On se rend compte qu'on fait en obstétrique des choses qui ne sont pas nécessaires pour 80-85% des accouchements, des suivis de grossesse. On pourrait dire qu'on surmédicalise peut-être un petit peu. On a peut-être été un petit peu trop loin, en tout cas c'est mon avis, pour une bonne partie des patientes. Et peut-être que maintenant, effectivement, il y a un petit geste de machine arrière à refaire sur certaines choses qui ne sont peut-être pas justifiées, ou pas justifiées pour tout le monde en tout cas. Un accouchement trop médicalisé, Aïssatou en avait peur. Pour la naissance de sa fille, cette étudiante en soins infirmiers d'origine guinéenne rêvait d'accoucher à la maison. Parfait. On va chercher encore qui? J'avais envie de vivre cette grossesse de la meilleure manière qui soit. Parce que voilà, donc moi j'ai subi la mutilation sexuelle quand j'étais enfant. Et c'est vrai que j'ai pas eu une bonne image des gynécologues ou de tout ce qui est lié à la sphère génitale. Donc j'ai voulu être vraiment suivie par des gens avec qui j'allais avoir une relation plus intime. Aïssatou avait tout organisé pour mettre au monde sa fille Sona dans une baignoire à domicile. Mais après plus de 24 heures de travail à la maison, son col ne s'ouvrait pas. Aïssatou était épuisée. Sa sage-femme a alors pris la décision de la transférer à l'hôpital. Et c'est là que tout a basculé. Tout le monde qui débarque, donc ils viennent mettre les étriers, ils préparent leur matériel, le plateau et tout ça. Mais vraiment, tout le monde qui débarque en même temps, quoi. Et là, tu as la gynécologue du coup qui arrive. Tout de suite, elle se met devant moi et tout de suite, bam, quoi. Même pas prévenir que je vais mettre mes deux doigts quelque part pour faire ceci. Non, je sens juste à un moment donné que voilà, elle a ses doigts qui sont en moi. Et là, je sens que j'ai mal. Et je me dis que c'est pas normal, j'ai une péridurale, donc je ne devrais pas avoir mal, je ne devrais même pas sentir. Et là, elle demande du coup qu'on aille demander à l'anesthésiste, au fait, de venir me faire un genre de bolus, au fait, juste pour la pousser. Mais le truc, c'est que ce bolus n'a même pas eu le temps d'agir, ou n'a même pas agi, que je devais déjà commencer à pousser. Ok, donc là, je pousse, et là, je la vois soupirer, mais en mode, qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Elle soupire, non, ça ne va pas, hein, ça ne va pas. Et là, tout d'un coup, je sens un truc qui me pénètre, au fait. Je ne savais pas que c'était la ventouse. Je pense que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, au fait. Même les contractions que j'ai vécues pendant 24 heures n'ont pas fait aussi mal que ce que j'ai senti en moi, en fait. Et là, elle commence à tirer. Elle tire mais, de toutes ses forces, et moi, je hurle de douleur. Et à un moment donné, j'entends que la tête est là, la tête est là. Moi, je me sens partir, au fait. Je suis en train de me sentir partir, et j'entends Yona qui fait « Reste avec moi, s'il te plaît », qui est en pleurs à toutes ses larmes, au fait. Et j'essaie de m'accrocher, au fait, à sa voix. Je sens que je suis en train de partir et j'essaie de m'accrocher parce qu'il était là, penché, au fait, sur mon oreille, à me parler. « Reste là, t'es vraiment mon héros ». Il me disait ça dans les oreilles en pleurant. Et moi, j'essayais de m'accrocher à cette voix qui me parlait, du coup. Mais non, ça n'a pas suffi. Donc pendant un moment, je pense que je suis partie. Parce que du coup, quand je me suis réveillée, ma petite n'était plus là. Et là, je hurle, mais d'une manière, mais ma fille, elle est où, quoi? C'est là qu'une des personnes qui était dans la pièce, sage-femme, infirmière, je sais pas, qui a répondu du coup qu'ils ont dû amener la petite dans une autre pièce parce qu'il fallait la réanimer, tout ça.
Et ils ont vu que non, je n'étais pas rassurée. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, amener dans une pièce sans lui dire « je comprends que c'est urgent, il faut réanimer et tout, mais on prévient ». Ou au moins on prend le papa ou on le dit à la grand-mère qui est là. Il y a 2 personnes de ma famille qui sont là et personne n'est avec ma fille, quoi. Ce qu'a vécu Aïssatou, ce sont des actes à vif, des actes pratiqués sans anesthésie. Selon l'enquête que nous avons consultée, une femme qui accouche sur 10 en est victime. Dans certains cas, parce que l'anesthésie ne fonctionne pas, parfois aussi parce que la douleur de la mère n'est pas prise au sérieux. L'assistante de la gynécologue, du coup, vient s'installer. Et là, je lui dis « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Là, c'est ce que j'ai utilisé. « Qu'est-ce que tu fous là, quoi ?» Elle fait « je vais recoudre l'épisiotomie. » Mais vraiment, avec ses épaules, je vais recoudre l'épisiotomie. Je lui fais « mais quelle épisiotomie ?» On a dû couper pour faire sortir votre bébé. Elle me dit ça, mais d'une froideur, comme si moi j'étais au courant qu'ils m'ont fait une épisiotomie et que je posais des questions bêtes. Non, je ne suis pas bête. Depuis hier minuit, je suis là et il n'y a personne qui m'explique rien. Chaque personne vient faire son truc et se barre. Et alors là, je soupire, je regarde ma belle-maman avec une telle... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire dans cet hôpital? Et là, je me dis, ok, je me calme un petit peu. Mais non, ça n'allait toujours pas. J'avais besoin de réponses. Et là, je lui fais... elle fait quelle taille cette épisiotomie que je lui fais? La taille normale d'une épisiotomie. Elle me répond. Au fait, j'ai l'impression que cette femme, elle me prenait pour une conne, pour une bête, une personne illettrée. Je suis étudiante infirmière en dernière année. J'ai besoin de réponses. Si je te pose des questions, c'est parce que j'ai besoin de réponses. Tu peux juste être un peu bienveillante et me donner les réponses à mes questions, quoi. Et là, elle commence à recoudre l'épisiotomie. Ah, ça fait encore mal parce que la péridurale ne fonctionne toujours pas. Ça fait mal. Oui, mais ça va juste être 2-3 points et puis ce sera fini. Je fais non, mais ça fait mal. Ça me fait mal. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Et voilà, elle a terminé. Tout le monde est sorti de la salle. Et là, je me mets en sanglots dans les bras de ma belle-maman parce que je venais de passer, c'était censé être le plus beau jour de ma vie, mais je venais de passer des heures de fou, au fait, sur cette table et je ne comprenais même pas, au fait, ce qui venait de se passer. On voit beaucoup d'actes à vivre, des césariennes à vivre, des épisiotomies à vivre, le fait de recoudre des épisiotomies à vivre. Enfin, cette non prise en compte de la douleur, qui finalement est très archaïque, hein, celle des femmes, tu enfanteras dans la douleur, qui est quand même très forte, très au centre aujourd'hui de la prise en charge de l'accouchement, malgré la péridurale. Donc c'est ce paradoxe, on met des péridurales aux femmes en leur faisant croire que maintenant elles auront un accouchement sans douleur, et par ailleurs on n'a aucun problème à pratiquer toute une série d'actes à vivre qui sont encore beaucoup plus douloureux que l'accouchement en tant que tel. Donc par rapport à ces actes à vif notamment, les médecins vont parfois évoquer la question de l'urgence. Il y a certaines urgences, d'abord c'est infime en termes de pourcentage donc d'une situation qui se passerait parfaitement bien et que d'un seul coup, voilà, il y a une urgence, ça n'existe pas. Il y a souvent des signes préalables à une urgence, et on voit très bien dans l'accompagnement des accouchements à domicile ou en maison de naissance, on a une sage-femme qui accompagne en permanence une femme et qui petit à petit remarque qu'il y a des petites choses, des petits signes qui montrent que tiens, il y a un petit souci qui pourrait peut-être apparaître d'ici 1 heure, 2 heures, et donc on anticipe et on prend les devants et puis on conduit la femme à l'hôpital si on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est là. Dans les hôpitaux, en fait, on ne s'inquiète pas de tout ça, on y va, on a le protocole, on suit le protocole, et donc ces petits signes précurseurs de complications, on n'en prend tout simplement pas compte. Dans le cas d'Aïssatou, un autre élément est à prendre en compte, sa couleur de peau. Les chiffres montrent que les femmes touchées par le racisme sont davantage victimes de violences obstétricales que les autres. Concrètement, une femme non blanche sur 3 ayant répondu à l'enquête réalisée l'an dernier dit avoir subi des violences physiques durant son accouchement. Les femmes en situation précaire ou avec un niveau d'études faible sont aussi moins bien traitées. Une femme sur 4 dit avoir été victime de négligence ou de violence. Allô ? Durant la suite de notre enquête, on ne vous le cache pas, on a été surpris. On a reçu un appel, et pas de n'importe qui. Le professeur Pierre Bernard, le président du Collège royal des gynécologues, nous a contactés.
Il a eu vent de notre travail et il souhaite s'exprimer. Ça tombe bien, on avait quelques questions à lui poser. Alors avec l'équipe d'investigation, on est parti à sa rencontre. Nous nous sommes rendus aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Pierre Bernard y travaille depuis près de 20 ans. C'était important pour vous de vous exprimer sur cette thématique ? Oui, très clairement, parce que ça fait maintenant 3-4 ans que ce sujet était un peu importé de France en Belgique. Les obstétriciens dans leur ensemble n'ont pas attendu les mouvements un peu féministes pour s'adapter. Hein. Et voilà, on voulait bien rappeler les choses importantes. L'acte en lui-même, la grossesse et l'accouchement, peut être quelque chose de violent, et ça, il ne faut pas l'oublier. L'issue primaire que l'on souhaite d'un accouchement, c'est une phrase un peu banale, mais c'est dire un enfant et une maman en bonne santé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même un bon gros pourcentage de grossesses qui ne vont pas se passer toutes seules. Si on additionne toutes les choses pour lesquelles il faut intervenir, on peut estimer que plus de la moitié des femmes enceintes vont avoir à un moment donné besoin d'une intervention médicale pour que les choses se passent bien. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de s'occuper du bon vécu de la grossesse. Hein. L'un n'exclut pas l'autre. Ici, on a une enquête qui a été réalisée par la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, dont vous avez sans doute entendu parler. Et les chiffres, selon les chiffres de cette enquête, 4 femmes sur 10 disent avoir subi des violences obstétricales. Oui, bon, ça, on est d'accord, c'est une enquête, c'est pas une étude, hein, c'est quand même extrêmement biaisé. Ici, c'était fait dans un réseau de gens qui voulaient participer et qui donc voulaient un peu témoigner. Donc là, il y a un biais qui est quand même énorme. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'enquête, est-ce que quand même vous pouvez entendre, sur 4200 femmes, 4 sur 10 disent qu'elles ont vécu des violences obstétricales. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez quand même entendre ? Ah bien sûr. L'entendre, oui. Alors je parlerai plutôt de traumatisme lié. Voilà, c'est un terme qui correspond peut-être un peu plus à quelque chose auquel on peut plus se retrouver en se disant que la mission des gynécologues, des sages-femmes, hein, de tous les métiers qui tournent autour de la naissance, est de faire en sorte qu'elles vivent ça le mieux possible. Je voulais vous montrer un petit témoignage, si vous voulez bien. Oui. Je me suis dit, bon, le point du père, c'est quoi ça ? Je ne connaissais pas. Le médecin qui m'explique, il me dit, bon, ça c'est un point qui fait que, en fait, on remet votre vagin comme il était avant, plus serré. Comme ça fait... Votre mari aura plus de plaisir. Et donc effectivement, moi je me suis dit, j'avais très peur de ne plus plaire à mon époux, à mon mari évidemment, hein, comme beaucoup de femmes peuvent avoir ce vécu, ce sentiment. Et donc j'ai accepté, sans me poser de questions, sans savoir quelles étaient ensuite les séquelles et les conséquences de ce geste-là. Voilà, ici on est sur un médecin qui délibérément propose à sa patiente le point du mal. Oui. On est d'accord que vous ne trouverez ça dans aucune recommandation. Je veux dire, c'est anormal qu'un médecin propose ça à une patiente, parce que c'est une pure vue de l'esprit. Hein. Je n'ai jamais vu, dans aucune réunion, aucun symposium, aucun truc sérieux, dans aucun textbook sérieux, parler de ça. Dans aucun, même pas sérieux, on ne parle pas de ça parce que c'est vraiment de la mauvaise pratique, on peut le dire. Durant cette enquête, j'ai l'impression que c'est un peu un tabou et beaucoup de gynécologues me disent « Ah non, ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça ». Mais pourtant, les témoignages sont là. Oui, mais je pense que les patientes qui ont peur de ça, qu'elles posent la question à leur gynécologue, qu'est-ce que vous pensez ? Et je pense que si un gynécologue lui répond oui, je peux vous faire ça, il faut mieux qu'elle change tout de suite. Hein. Ça, je suis très catégorique. Hein. Ah oui, tout à fait. Pour moi, on pourrait presque aller sur la violence obstétricale. Ça ne me dérange pas de faire rentrer ça là-dedans. Oui. Au bout de cet entretien, nous avons senti une prise de conscience du problème. Pour la suite de notre enquête, on a décidé d'aller voir ce qui se faisait en dehors de nos frontières. On a pris l'avion en direction de Genève, en Suisse, un pays culturellement et géographiquement proche du nôtre. Ici, la question des violences obstétricales est aussi à l'ordre du jour. Là-bas, on a suivi les traces de la gynécologue Caroline Dalmans.
Elle est belge et elle a quitté Bruxelles il y a un peu moins d'1 an pour intégrer l'équipe de la maternité des hôpitaux universitaires de Genève. Cette gynécologue passionnée estimait ne plus pouvoir exercer son métier dans de bonnes conditions pour plusieurs raisons. Selon elle, beaucoup de problèmes persistent dans le système belge, notamment au niveau financier. Chez nous, une césarienne est par exemple facturée 1 000 € de plus qu'un accouchement classique. Le financement à l'acte est un souci. La patiente, si elle a un accouchement voix basse, sans péridurale, sans intervention médicale, il y a moins de tarification, elle va rester moins longtemps à l'hôpital. Ça a un impact sur les finances de l'hôpital, mais qui est négatif. Dans des pays comme le Portugal, c'est comme ça qu'ils ont réussi à diminuer leur taux de césarienne, c'est en diminuant le remboursement de la césarienne. Subitement, il y avait moins de césariennes. Donc, valoriser une pratique moins interventionniste est certainement une piste d'amélioration. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en Suisse ? Alors, soigner, chercher, enseigner, c'est vraiment ce qui m'anime. Donc ici, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que c'est l'endroit idéal pour faire tout ça. Ici, rien qu'autour du lac Léman, il y a vraiment des endroits d'excellence au niveau mondial, au niveau médical. Et donc ça, c'est très agréable parce qu'on privilégie le temps avec les patients, on privilégie l'information. Et il n'y a pas de limite à ça, donc c'est vraiment très, très, très agréable. Et on part du principe que c'est la norme que de partager la décision avec les patients. Donc ça, c'est très positif. Donc pour moi, qui venait d'un pays très médicalisé comme la Belgique, j'ai exploré le concept de quand on est dans un système et qu'on ne voit rien d'autre, on ne peut pas se rendre compte que ce système a des limites. Et donc là, j'explorais quelque chose de très, 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 très différent. Dans cette maternité, comme Roanne et Enea, ce sont 4200 bébés qui naissent chaque année. Durant notre tournage, on a tout de suite compris qu'ici les choses fonctionnaient autrement. Tout d'abord, et c'est loin d'être en détail, le personnel est en nombre suffisant. Une sage-femme accompagne maximum 2 femmes qui accouchent en même temps. En Belgique, les hôpitaux atteignent souvent le ratio de 1 sage-femme pour 4 patientes. La maternité est également dotée d'infrastructures flambant neuves, d'un équipement médical dernier cri. Mais cette modernité n'empêche pas qu'ici on prône surtout la physiologie, le respect du désir des patientes. Depuis que la question des violences obstétricales est abordée, les gynécologues ont accepté de réévaluer leurs pratiques. Ça a été un moment de questionnement, également au niveau de la Société suisse de gynécologie obstétrique, d'essayer de comprendre ce qui se passait, de dépasser aussi une première réaction initiale qui pouvait être « mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes une discipline orientée vers l'accompagnement, la santé de la femme, son bien-être. » Et là, ce qui nous vient en retour, c'est que est-ce qu'on est des agresseurs ? Est-ce qu'on est des gens qui nuisons avec intention ? Donc de dépasser ça et de vraiment aller à l'écoute de ceux qui se disaient de la parole des femmes pour pouvoir élaborer et changer des choses. Parmi les solutions pour être à l'écoute des patientes, il y a l'élaboration de plans de naissance. Il est demandé à toutes les femmes d'exprimer par écrit leurs souhaits au moment de l'accouchement. Il faut quand même essayer d'avoir un accompagnement le plus personnalisé possible, de dédier du temps au moment de la consultation ou à un autre moment dédié sur quelles sont ses attentes, comment elle a imaginé ce moment de la naissance. Ça permet de le notifier pour l'équipe qui va la prendre en charge en salle d'accouchement. Et puis ça permet aussi d'ouvrir aux éventualités. Donc ouvrir ce champ des possibles et des éventualités. Les plans de naissance sont aussi utilisés chez nous, mais beaucoup de patientes ne savent pas qu'ils existent. Autre solution pour diminuer les violences obstétricales, investir dans la formation du personnel soignant. La Suisse a une longueur d'avance. Dans le système de formation en Suisse, déjà pour les médecins qui font la formation en gynécologie obstétrique, dès 2006 avait été mis en place une formation aussi obligatoire pour l'aspect, on va dire, psychosomatique en gynécologie obstétrique et aussi d'être attentif à tous les aspects plus émotionnels, psychiques, psychosociaux des femmes qu'on suit. En Belgique aussi, on a compris qu'il fallait mettre l'accent sur la formation. Nous sommes à l'Université de Liège.
Depuis peu, le professeur Emmons organise des simulations médicales à destination des étudiants en gynécologie. Le but essentiel, ça va être de pouvoir expliquer correctement ce qui est fait à la patiente dont vous êtes, au papa, avec la participation de la sage-femme et de l'obstétricien. Il va de soi que le but, c'est pas d'avoir un jugement, c'est un non-jugement ici, c'est de la bienveillance et essayer d'améliorer sa pratique. Le scénario va démarrer au moment où le monitoring entre en jeu. Et on pousse bien fort dans les fesses. Allez-y. Allez-y. Encore. On maintient. Super. On reprend encore une fois de l'air et on y va. Allez-y. Encore. Pour cet exercice, un scénario a été élaboré. La maman est une comédienne, son accompagnant aussi. L'objectif pédagogique du jour est le suivant: comment interagir avec la patiente en situation d'urgence. En obstétrique, les choses très compliquées sont rares. Donc on n'en garde pas la pratique. C'est un petit peu comme en aviation. L'avion qui se retrouve sans moteur, ça arrive très rarement. Mais si on veut sauver les passagers, il faut s'y entraîner. Nous, c'est la même chose. Un enfant qui coince dans un bassin, qui est en grosse difficulté, avec une épaule bloquée, par exemple, il y a des gestes à faire, il y a un calme à garder, il y a une explication à donner. Et ce n'est pas en ayant cela dans la pratique, une fois tous les 5-6 ans, qu'on peut en garder, je dirais, la pratique la plus performante. Je ne peux pas vous laisser le laisser comme ça trop longtemps, ça va? Donc comme vous avez dit en consultation, je vais devoir vous donner un petit coup de pouce, ça va? On estime que des recommandations bien faites vont améliorer à peu près de 3% la pratique, alors que des séances de simulation vont l'améliorer de 30%. Allez-y, poussez fort, oui, très bien. Il est évident que quand on joue un rôle et qu'on s'implique complètement dans le rôle, on va en apprendre beaucoup plus que lire des recommandations. Depuis peu, toutes les facultés de Belgique ont investi dans la formation à la communication à destination des futurs gynécologues, des formations devenues indispensables. Ce qui serait important, c'est que quand la contraction est là, vous continuez à bien pousser. Et vous allez sentir qu'on tire bien fort dans le vagin, ça va? Malgré tout, il faut continuer à pousser. Est-ce que les simulations peuvent être des solutions aux violences obstétricales, pour les éviter? Alors, je le pense vraiment. Le gros problème des violences obstétricales, moi je le vois dans les séances de simulation, ce n'est pas tellement la pratique du gynécologue. C'est-à-dire que quand il décide de mettre un forceps, de faire une épisiotomie, dans la très grande majorité des cas, sur le plan scientifique, c'est parfaitement cohérent, je veux dire. Mais par contre, il y a un énorme déficit sur la communication. Quand une situation sérieuse, grave, difficile apparaît, eh bien, le gynécologue a tendance à être tunnelisé sur le problème. Il ne voit plus que la tête de l'enfant, le monitoring qui décélère, et il oublie qu'il y a la patiente de l'autre côté. Donc il faut leur apprendre, dans des séances de simulation, à prendre un court instant pour dire « Madame, nous en avions parlé en consultation, vous entendez le cœur du bébé, on a un souci, nous allons le gérer, mais nous allons devoir utiliser un instrument. On est d'accord, mais on a besoin de vous. On y va ensemble ? Ok, on y va. » Voilà. Et ça s'apprend. C'est quelque chose qui n'est pas instinctif parce que le gynéco, à ce moment-là, lui aussi, doit gérer son stress. L'accouchement peut être violent pour lui aussi. Il a 2 vies en main. Voilà, venez chercher votre bébé. Allez-y. Bravo, madame. Félicitations. Stop, fin du scénario. Heureusement, de nombreux soignants n'ont pas attendu ces formations pour adopter une attitude bienveillante envers leurs patientes. Nous sommes au bois de l'abbaye de Serein. Pour investigation, les équipes médicales et ce couple ont accepté la présence des caméras dans cette salle d'accouchement. Est-ce que ça vous plaît, oui. Ici, tout se fait au rythme de la maman. L'écoute et l'accompagnement sont une des priorités. Tiens-tu les jambes? Oui. Grâce au massage prodigué et au travail des sages-femmes, le petit Robin qui se faisait attendre est arrivé dans la demi-heure. Il est là. Il est là. Allez, il est là. Il est là. Il est là. Félicitations, madame. Allez, c'est super. Il est là. Il est là. Tu peux lâcher. Tu peux lâcher. Il est là. Au fil de notre enquête, on a compris que plus les femmes étaient informées, préparées, entourées de personnes de confiance au moment de la naissance de leur enfant, moins elles étaient victimes de violences obstétricales.
Dans le cabinet de cette sage-femme, on est aussi persuadé que l'accouchement n'est pas que l'affaire des mères. Dans 2 mois, Quentin sera papa. C'est lui qui expérimente les contractions de l'accouchement au travers d'un exercice. T'es prêt? Ouais. Ok, c'est go. Prends 2 poignées de glaçons. Le froid des glaçons simule la douleur et permet d'apprendre à mieux la supporter. C'est un peu une découverte dans le sens où je voyais un peu plus ou moins de quoi il s'agissait. Maintenant, effectivement, le fait de s'impliquer comme ça, à nous deux et moi-même, c'est un vrai engagement en fait. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel et aussi je pense que c'est important parce que du coup ça permet à l'accompagnant et surtout dans mon cas en tant qu'homme de prendre en charge aussi peut-être davantage de choses qu'on délègue plus volontiers normalement aux femmes. Bon, bien sûr l'accouchement reste évidemment l'apanage des femmes exclusivement, mais voilà, c'est ça. C'est peut-être un peu une manière de remettre les choses enfin, ça nous permet de questionner aussi un peu les rôles et les choses entre nous. C'est parce qu'elle a adoré le vécu de ses propres accouchements qu'Aline Skountius a décidé de devenir sage-femme. Elle n'a jamais souhaité travailler en milieu hospitalier, alors elle a cofondé Amala il y a plus de 10 ans, un espace d'accompagnement pour femmes enceintes à Bruxelles. Quand vous allez accoucher à l'hôpital, l'équipe qui va vous accueillir ne vous connaît pas personnellement, ne connaît pas votre histoire. Et donc du coup, un commentaire mal placé, un mot maladroit, une sage-femme ou un gynécologue qui est fatigué parce qu'il est en fin de garde, parce qu'il y a eu beaucoup, va prononcer des mots, avoir des gestes qui vont être interprétés de façon traumatisante ou en tout cas violente par la femme, vu que dans la rencontre, on ne sait pas qui est cette femme, on ne sait pas sur quel terrain va arriver ça, ce mot, ce geste. Et on oublie qu'il y a une personne, un individu particulier. Quand on se sent en amont déjà impliqué dans ce qu'on vit, on se sent plus active, on subit moins et du coup, on se le prend moins dans la figure, c'est moins violent quand on rencontre cette institution qui en soi ne veut pas du mal aux gens. Relâcher la mâchoire, c'est relâcher le bassin. Relâcher les genoux, c'est pouvoir basculer le bassin aussi. Malgré toute la bienveillance dont cette sage-femme fait preuve, elle aussi dit avoir fait des erreurs. Félicitations, t'as bien fait ça. Merci. Une anecdote qui ne s'est pas passée à l'hôpital, mais où moi j'étais assez violente, en tout cas la maman l'a reçue comme ça, c'était en tout début de grossesse, j'entendais pas le cœur du bébé et j'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau parce qu'il y avait beaucoup d'événements à la fois privés et professionnels et j'ai dit à la maman, de toute façon on peut rien faire pour l'instant. Ce qui en soi est vrai, médicalement parlant. Mais cette maman-là, elle l'a pris mais vraiment à cœur en disant oui mais moi ça fait... Et je n'avais oublié que ça faisait plusieurs mois qu'elle essayait de tomber enceinte et que c'était pas facile. Donc oui, on n'est pas à l'abri, je n'ai pas envie de jeter la pierre ni à mes collègues gynécologues, ni à mes collègues sages-femmes, on n'est pas à l'abri d'une maladresse. Alors il suffit de reconnaître ça et de s'excuser en disant « je suis désolée, je voulais pas te blesser ». Malgré les violences qu'elles ont vécues, Lydie, Florence et Aïssatou se sont relevées. J'ai plutôt envie d'aller dans l'autre sens et de me dire « Ok, ça c'est plus d'actualité, donc on ne le fera plus maintenant et on va aller de l'avant et qu'est-ce qu'on peut faire à la place ?» Plutôt que de chercher le coupable, cherchons des solutions. Grâce à sa thérapie et entourée de sages-femmes, Lydie a mené à bout une 3e grossesse. Je vous parle aujourd'hui, c'est pour dire ça, que c'est tellement important de s'entourer d'une bonne équipe quand on vit une grossesse. Par exemple, moi, aller me faire suivre par des sages-femmes, je n'y aurais jamais pensé, en fait, parce que mes copines se font suivre par des gynécos, ma maman aussi, je pense. Du coup, je suis allée voir une gynéco. Pour moi, aller voir des sages-femmes, c'était un peu une médecine alternative, alors que c'est pas du tout une médecine alternative. Mais voilà, tout l'accompagnement pendant la grossesse et pendant l'accouchement ont fait que mon 3e accouchement était fantastique, quoi. Aïssatou, quant à elle, a transformé sa colère et a décidé de partager son expérience pour aider d'autres femmes. S'il y a un bienfait, en tout cas, qui est arrivé depuis l'accouchement, c'est que j'ai appris mieux à me connaître, j'ai appris mieux à connaître l'excision que j'ai vécue et j'en parle aussi. Dès que je peux, j'en parle. Parce que je me dis ça me libère et en même temps, ça sensibilise au fait les gens aux violences obstétricaux, aux mutilations génitales féminines. Voilà, ça fait un ensemble de thématiques sur lesquelles les gens du coup sont sensibilisés quand j'en parle. Et ça fait du bien. Au bout de 4 mois d'enquête, on a compris que les choses étaient en train d'évoluer.
Depuis peu, les partis politiques s'intéressent à la question. Les violences obstétricales font actuellement l'objet d'auditions au Sénat. Elles aboutiront prochainement sur des recommandations à destination des hôpitaux et du personnel soignant. Mais le chemin à faire est encore long. Certaines femmes gardent des traces de ces maltraitances durant des années. Aujourd'hui, ces victimes réclament la fin de l'impunité de ce type de violence. Elles aspirent aussi à ce que toutes les femmes qui mettront des enfants au monde demain soient réellement les actrices de leur accouchement.